Juste avant l'épisode, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre les vendredis et que ce soit sur les plateformes d'écoute ou également sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si vous pouvez prendre quelques secondes là, maintenant, tout de suite, pour vous abonner ou liker ou même activer la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. Et puis, ça nous permettrait de faire grandir cette communauté et puis également de permettre d'inviter ces personnalités exceptionnelles. Merci. Et maintenant, place à l'épisode. Je pense que la responsabilité d'un leader, c'est d'abord de donner de l'énergie, c'est-à-dire donner l'envie de faire des choses. C'est cette capacité à dire on n'est pas plus bête que les autres, et donc si on se définit un objectif, on s'organise, et avec une bonne notion de temps, on va y arriver. Ça, c'est un principe qu'on a partagé, sur lequel on est tous très fermes chez Edenred. Tu as une responsabilité parce que tu es la meilleure personne. Mais pour que cette diversité s'exerce dans ces niveaux-là de responsabilité, alors il faut créer le potentiel. Les propos exacts de mon père étaient les suivants. Il a dit « La question n'est pas de savoir si Bertrand est intelligent, la question est de savoir ce qu'il va faire de l'intelligence qu'il a reçue. » Et en fait, c'est extrêmement profond. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance qu'on a reçu une forme d'intelligence et qu'on a la responsabilité de la cultiver, de l'entretenir, de la développer. Donc ça a probablement été, et c'est toujours un moteur et un marqueur, et j'y pense tous les jours. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Les patrons du CAC 40, leur statut, leur salaire, leurs responsabilités peuvent fasciner, énerver ou intriguer. Aujourd'hui dans Pause, je vous propose de rencontrer l'un d'eux et de découvrir les coulisses du quotidien d'un grand patron, en l'occurrence celui du groupe Edenred, le premier émetteur mondial de tickets restaurants et le premier à les avoir digitalisés. Quel est son quotidien ? Quelle est sa vision du leadership ? Comment notre enfance peut influencer nos façons d'agir et de décider ? Comment se réinventer, innover lorsqu'on dirige une entreprise depuis tant d'années ? Il nous répond, le temps d'une pause en revenant sur son parcours et en nous amenant dans les coulisses de ses fonctions. Bienvenue, Bertrand Dumazy. Merci Alexandre. Comment tu vas ? Très bien, c'est une grande joie de prendre le temps d'une pause avec toi. Oui, t'es patron, je viens de l'énoncer, d'un grand groupe, d'un très grand groupe, c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers de collaboratrices et de collaborateurs. On a parfois cette vision d'un monde qui va très vite, qui peut être assez stressant. Je te vois, je te connais, je te sens une distance. Est-ce que c'est une vraie distance que tu arrives à prendre ? Est-ce que c'est un calme intérieur qui rejaillit sur les autres ? Est-ce que ça boue quand même en toi, ou est-ce que tu arrives à maîtriser cette tension qui est inhérente à beaucoup d'entreprises et beaucoup de jobs ? Oui, alors effectivement, Edenred étant présent dans 45 pays, dans un monde qui nous échappe, c'est-à-dire qui est en bouillonnement politique. C'est une année où vous avez à peu près 2 milliards de citoyens qui vont aller voter, avec des changements qui peuvent être majeurs dans des zones économiques qui sont importantes pour le groupe Edenred. Donc oui, ce métier suppose une tension, une passion, une énergie, mais suppose aussi la capacité à prendre de la distance pour garder la tête froide et prendre les bonnes décisions. Et c'est quoi ton quotidien ? C'est des décisions matin, midi et soir, de nouveau pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui disent « Tiens, c'est quoi le quotidien d'un grand patron ?» C'est du stress tout le temps. Et comment tu arrives justement à prendre cette distance ? Il y a des moments où tu as un peu de repli, tu as un peu de temps calme ? Alors oui, c'est du stress tout le temps. Donc ma journée démarre tôt le matin, puisque comme on est présent de Singapour à Santiago du Chili, quand je dors, l'ouest de la planète travaille. Et donc quand je me réveille, j'ai déjà les nouvelles de la journée qui vient de se terminer plein ouest. Donc en fait, moi, mes journées ne s'arrêtent jamais vraiment. Et donc le quotidien d'un patron, c'est d'abord se lever tôt. Donc moi, en général, je suis debout entre 5h30 et 6h du matin. Ensuite, c'est s'informer
informé sur ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc je lis mes emails, et encore une fois, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'ouest du monde. Et ensuite, je prends le temps quand même de déjeuner en famille quand je suis en France, puisque je voyage énormément. Combien de jours par an tu voyages? Je voyage au moins une centaine de jours par an. Et ça, depuis toujours. Je suis né voyageur. Non, mais dans cette fonction-là, par exemple, quand j'étais le président du groupe Dutch, je passais 15 jours tous les mois en dehors de France. Et en fait, je démarrais le dimanche soir en quittant Paris, en volant en fait jusqu'à Singapour, puis Tokyo, puis Los Angeles, puis New York, puis retour à Paris. Et ça, tous les 15 jours, tous les mois. C'est intéressant. Ce qui explique ma chevelure blanche, puisque j'ai blanchi très vite. Alors, ceci étant, je sais que pour toi, il y a un endroit qui t'amène ce calme, ce moment plus paisible, c'est ta famille, et en particulier ton épouse. Et ça, ton épouse, même quand tu lui disais très tôt, tu sais quoi, 15 jours par mois, je ne suis pas là, elle a facilement compris, accepté que tu puisses être quand même assez absent pour le travail. Ça a été facile, ça, ou ça a été quand même une explication de texte? Alors, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est formidable. Françoise. Mes amis me disent que ma botte secrète, c'est Françoise, et ils ont bien raison. Donc, on en a parlé ensemble. C'est-à-dire, c'est une décision avant d'accepter cette responsabilité, en connaissance de cause. C'est quelque chose dont nous avons parlé. Et Françoise, une fois de plus, m'a dit, écoute, si tu aimes la mission, si tu aimes les gens avec qui tu vas le faire, il faut le faire. Et on va s'organiser. Sachant que Françoise me dit aussi que ce qu'elle considère être comme une chance, c'est de ne pas m'avoir sur le dos en permanence, ce qui est probablement une bonne chose, mais surtout, Françoise me dit, quand tu es là, tu es vraiment là. Donc, t'arrives à ça, t'arrives à ce quality time, ce moment quand tu es là, tu fermes les écoutilles et tu t'occupes des gens que tu aimes. Oui, je pense que c'est une nécessité pour eux, mais c'est aussi une nécessité pour moi. Donc, par exemple, mon téléphone portable n'entre jamais dans ma chambre. Il reste au bord de ma chambre, mais il ne rentre pas dans ma chambre. On va continuer avec une pause vérité. Je parlais justement de ce rôle du grand patron, mais c'est aussi ce monde qui est parfois un petit peu obscur pour un certain nombre de personnes, on parle du monde du CAC 40 parce que c'est un modèle surtout parfois de clichés. Et ce que j'avais envie de voir avec toi, c'est justement ces pauses-là, d'après toi, où si je vais te donner des affirmations et tu vas me dire si toi, selon toi, c'est réel ou ça l'est pas autant que ça. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Il faut nécessairement faire de grandes études pour devenir un patron du CAC 40. Faux. T'as des chiffres, toi? Oui, non, j'ai pas de chiffres. T'as un mauvais exemple, alors. Non, mais en réalité, ce qu'il faut pour être un patron du CAC 40, c'est pas un diplôme. C'est un parcours qui prépare à cette responsabilité-là. Ceci étant, pour avoir les chiffres, c'est marrant que c'est une perception que tu as. Ouais. Tu as 80% des entreprises du CAC 40 aujourd'hui qui sont dirigées par des personnes qui ont plutôt fait des études qu'on appelle grandes études en France, soit grande école, soit école d'ingénieur. Donc, il y a quand même une perception que tu as c'est pas suffisant, mais c'est quand même nécessaire la plupart du temps. En tout cas, les statistiques montrent que c'est assez nécessaire, mais je pense que ce ratio est en train de diminuer. Et puis surtout, un espoir, c'est que quand on regarde ce qui est fait dans d'autres pays, c'est moins vrai. C'est-à-dire que si on va en Allemagne ou en Suisse, vous avez à peu près 30% des patrons de l'équivalent du CAC 40 qui ont été des apprentis. C'est beau. Ça, c'est assez beau. Peut-être que c'est notre système de prépa qui empêche ça un petit peu. Et je sais que l'éducation pour toi est majeure dans des sujets. Tu le sais que c'est le cas aussi pour moi. J'ai créé une organisation qui s'appelle Infinite, qui permet justement de contrecarrer ça et d'essayer d'amener dans ces meilleures écoles de France, mais du monde également, des jeunes qui sont extrêmement méritants, mais qui viennent des classes populaires pour que ce modèle puisse aussi un peu évoluer, parce qu'en effet, encore aujourd'hui, il faut faire un certain nombre d'écoles et donc il faut mettre une vraie diversité dans les écoles. Deuxième cliché, est-ce que le CAC 40 est trop masculin? Alors, celui-là est facile, celui-là. Il est probablement pas suffisamment féminin. J'aime bien comment tu rends le côté négatif positif. Mais les choses changent. C'est-à-dire que on a un pool en fait de potentiel et de haut potentiel féminin qui ne fait que grossir, et donc je pense que la parité petit à petit va s'installer. Ce que tu veux dire par là, je sais que c'est aussi important pour toi, c'est ce qui a été décidé maintenant il y a plus de 10 ans de ça, avec une loi qui s'appelle Copé-Zimmermann d'abord, et puis Rixain après, qui a permis d'avoir une parité dans des conseils d'administration et puis maintenant dans les comités de direction. Toi, ça a été assez facile à intégrer chez Edenred, cette parité également dans les comités de direction?
Alors moi, en fait, le chemin qu'on a choisi, c'est évidemment un chemin de féminisation, mais tout en respectant un principe qui est très important pour moi, qui est la méritocratie. C'est-à-dire qu'un homme, une femme a la responsabilité qu'il a chez Edenred parce que c'est la meilleure personne pour cette responsabilité. Donc chez Edenred, la féminisation a été assez rapide, c'est-à-dire que quand je prends en fait le top 500 d'Edenred, on a démarré l'aventure, on était à peu près 20% de femmes et on est désormais 36%. Et pourquoi je prends le top 500 ? Parce qu'en fait, c'est en créant ce réservoir de talent que la féminisation va se faire à tous les étages de la fusée et en respectant la méritocratie. Et ça, c'est un principe qu'on a partagé, sur lequel on est tous très fermes chez Edenred. Tu as une responsabilité parce que tu es la meilleure personne. Mais pour que cette diversité s'exerce dans ces niveaux-là de responsabilité, alors il faut créer le potentiel. Dernier cliché, pour savoir si c'est un cliché selon toi, les grands patrons sont assez souvent proches des politiques. Eh bien, là, je vois que tu croises les bras. Et quand tu croises les bras, ça veut dire que j'ai besoin de réfléchir. Alors, je pense que tout dépend de son secteur d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui ont un impact très fort sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat des Français, et donc qui forcent à avoir en fait une proximité avec le pouvoir pour essayer de comprendre et essayer de s'accorder. Il y a aussi des activités qui sont stratégiques pour l'avenir de la France. Et donc, quand on dirige des activités stratégiques, alors on se doit d'avoir un dialogue avec le gouvernement, quel qu'il soit, pour gérer au mieux les intérêts de la France. J'ai été patron d'une activité qui s'appelle Dutch, qui fait de la connectique électrique pour des environnements sévères. Une grande partie des connecteurs d'Ariane ou des missiles utilisés par l'armée française étaient fabriqués par Dutch. Quand un acteur nord-américain est arrivé pour racheter Dutch, évidemment qu'on a eu des conversations avec le gouvernement français pour essayer de comprendre ce qui relevait de la souveraineté française et comment cela pouvait-il être protégé. Donc je pense que d'une manière générale, quand on a des activités soit régulées, soit à fort impact sur le pouvoir d'achat des Français ou la vie des Français, ou sur la souveraineté française, c'est un devoir d'avoir un dialogue intelligent, nourri et régulier avec les autorités du pays dans lequel on est. On va parler un petit peu de ton enfance. Tu grandis dans les Hauts-de-France, tu es né à Tourcoing, tu as une famille qui est une famille assez nombreuse, puisque vous n'êtes pas 2, 3, 4, 5, vous êtes... Je suis le dernier de 6, oui. 6 frères et sœurs. Ouais. Donc vous êtes 4 garçons, 2 filles. Toi, tu es le dernier. Ton papa est enseignant, ta maman est maman au foyer. Ça m'arrive assez régulièrement de parler avec des amis qui sont derniers d'une fratrie, ou le premier, ou le deuxième. À chaque fois, c'est des choses qui suivent un peu ce que nous allons devenir dans les personnes que nous sommes, dans les décisions. Toi, tu n'as jamais gagné quoi que ce soit à la maison. Tu étais toujours le dernier, le petit, celui qui ne pouvait pas forcément combattre. Tu as dû trouver certainement des astuces et des manières d'exister. Je n'ai connu que la position de petit dernier, mais et je ne l'ai pas choisi. Mais je pense dans le fond que c'est quand même beaucoup plus facile d'être dans les derniers que dans les aînés. D'abord, on n'est pas formé à être parent. Donc le modèle se teste et il est probablement... Draft. Ils ont drafté sur tes frères et sœurs, c'est ça que tu veux dire. Donc il est probablement plus imparfait sur les aînés que sur les derniers. Donc moi je pense que j'ai bénéficié du fait que le modèle d'éducation de mes parents a été optimisé quand mon frère et moi sommes arrivés. La deuxième chose, c'est que les parents fatiguent. C'est-à-dire qu'ils lâchent quand même pas mal de choses qu'ils ne lâchaient pas sur les aînés. La troisième chose, c'est que les aînés font leurs études supérieures, etc. Donc, on a quand même probablement des temps privilégiés qui sont plus forts avec ses parents quand on est dans les derniers. Donc, en gros, je pense que c'est une grande chance d'être dernier par rapport à être dans les aînés. Pour tous les gens qui sont derniers, vous allez peut-être perdre à beaucoup de choses, mais il y a certainement des choses positives. Tu regardes le verre à moitié plein. Oui. Alors, le verre à moitié vide, c'est que mon frère aîné a 11 ans de plus que moi. Et moi, mes parents sont décédés, j'avais moins de 40 ans. J'ai quand même eu 11 ans de vie de moins avec mes parents que mes aînés. Oui. Donc ça, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Ça m'amuse, parce qu'on parlait dernier. J'étais récemment, plutôt ici, récemment, tu avais
un des plus grands designers, en tout cas il a été élu designer de l'année, Mathieu Lehanner. Mathieu Lehanner, c'est lui qui a fait la vasque des Jeux Olympiques, la torche, il fait énormément de choses. Et quand je parlais de sa relation justement avec, il venait d'une fratrie importante, et je lui dis, bon, tu es le dernier. Et il me disait, bah, tu viens d'expliquer mon problème. C'est qu'en fait, juste dire le dernier, c'est pas très positif dans une manière. Et donc lui, il me disait, mais d'une manière assez éclairée d'ailleurs, il me disait, c'est la raison pour laquelle aussi certainement j'ai voulu faire tout ça, pour exister, pour qu'en fait je ne sois pas quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Parce qu'il me disait, je crois que c'était 7, il était 7. Et il n'existait pas en fait. Toi c'est un peu différent en fait, toi tu existais, mais tu ne penses pas que de faire tout ce que tu fais, toutes ces années, ça ne suffit jamais. Tu fais encore plus des études. C'est pas juste faire ESCP, c'est faire Harvard. Et puis, c'est pas faire... Non, c'est d'en faire... Tu penses que ça rapporte quelque chose ou pas du tout, toi ? C'est une question, c'est une bonne question délicate. Non, je suis... Enfin, je peux... en fait, à la maison, il y avait un service pour les petits, un service pour les grands. Et donc, les petits dînaient et déjeunaient à la cuisine. Et au-delà d'un certain âge, on passait au service des grands. Je me souviens très bien de mon premier passage au service des grands où je n'avais pas compris que on n'était pas censé rentrer dans les conversations. On devait attendre que la parole soit donnée. Et n'ayant pas compris cette règle, je rentre dans une conversation du haut de mes 10 ans. Et là, je vois encore maman poser ses couverts et me regarder dans les yeux et me dire « Mousse, tu parleras quand ton tour viendra, mais comme ton tour ne vient jamais, tu te tais. » Ce qui était une manière de dire, écoute, tu vas d'abord laisser les grands parler parce que 8 à table pour avoir des conversations, ça n'est pas une chose évidente. Donc j'ai probablement là développé un caractère assez batailleur dans la prise de parole. Assez rapide. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième service. C'est-à-dire que les plats passent une seule fois. Et comme je suis servi en dernier, il faut veiller à faire en sorte que les autres ne se servent pas de trop, sinon ta portion devient la portion congrue. Et donc, tu faisais des plans avant, tu parlais à tes frères et sœurs, tu dis laissez-moi en faisant un petit peu ou... Oui, ou alors j'écoutais les conseils de mes frères et sœurs aînés qui, chaque fois que je partais en stage de sport, me disaient surtout assieds-toi à la table des filles. Et je leur disais mais pourquoi ? Ils me disent parce que la vie est quand même plus sympa avec les filles et deux yeux, elles mangent moins et donc, tu auras des grosses portions. On est dans ces années-là, tu rêves à quoi, toi ? Là, on est dans ces jeunes années, 10, 12, 15 ans. On rêve à quoi quand on est dans cette famille aimante, qui a certainement ses difficultés également, oui. mais aimante, avec des frères et sœurs. Il y a quelque chose qui te fait vraiment rêver à ce moment-là, que ce soit dans le sport. Je sais que tu as toujours aimé beaucoup le sport, la gymnastique, le volley après. Ouais. Tu t'imaginais être le prochain Tony Estanguet ou le Teddy Riner, c'est ça ton rêve ou c'était le business? C'était quoi ton rêve, toi? Alors moi, j'avais beaucoup de rêves. Tu rêvais beaucoup, toi? Ouais, je rêvais beaucoup. Mon rêve, c'était de changer le monde. Et déjà essayer de trouver... Oui, probablement. Et le premier métier que j'avais envisagé, c'est d'être chirurgien. En me disant, quand tu es chirurgien, tu vas pouvoir réparer les vivants. Il se trouve qu'un de mes oncles est chirurgien et... un jour, il me dit « Alors Bertrand, qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ?» Et je lui ai dit « J'aimerais être chirurgien comme toi. » Il me dit « Tu sais, dans la famille, il y a ceux qui tremblent et ceux qui ne tremblent pas. » Et donc, tends tes mains. Et il m'a posé une feuille de papier sur les mains. Il m'a dit « Malheureusement, tu appartiens à ceux qui tremblent et donc je te déconseille la carrière de chirurgien. » Qu'est-ce que ça va être dur! Donc, oncle Marc qui me dit ça. Donc le rêve de chirurgien, je l'ai mis de côté. Quand tu lui dis ça, tu dis ok, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on trouvera d'autres choses pour changer le monde. Les deuxièmes rêves que j'avais sont des rêves de voyage, parce qu'en fait, mon père, dans la marine, avait été en poste en Indochine, puis après en Tunisie, et donc il nous racontait ses voyages, et donc je me disais c'est quand même formidable. Alors on voyageait, mais en France, donc l'hiver dans le Jura, l'été à Carnac, c'était vraiment des bons moments de vacances tous ensemble, mais ça restait essentiellement en France. Donc moi, très vite, le rêve, c'était d'aller à la découverte du monde, et j'avais notamment la chance d'avoir des cousins qui habitaient aux États-Unis, et donc très vite, un de mes rêves a été de passer du temps aux États-Unis, ce que j'ai fait dès l'âge de 18 ans. J'ai rêvé d'être journaliste, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des uns et des autres et qu'ils partagent leurs expériences pour accélérer mon propre développement. Sportif ?
Alors, sur le sport... Tu t'es dit que rapidement, tu n'avais pas... Non, alors sur le sport, j'ai renoncé assez vite. Pourquoi ? Parce que mes frères étaient très sportifs, notamment mon frère Yves, qui a été champion de France d'escrime, etc. Et lui était vraiment talentueux. Et j'ai assez vite réalisé que je ne lui arrivais qu'à la chemise, à la cheville, pardon. Et donc, les rêves de grands sportifs ont été des rêves que j'ai assez vite oubliés. On parlait... Mais assez vite, je me suis aussi dit, tiens, en fait, ce qui t'intéresse, c'est des projets d'ampleur sur lesquels tu peux avoir un impact. Donc, le métier de chef d'entreprise, assez vite m'a intéressé. C'est quoi ? C'est 20 ans Non, je pense que dès l'âge de 14-15 ans, j'étais assez entreprenant. Donc, tu vois, j'étais scout pendant des années et j'étais Tous les scouts ne deviennent pas des chefs d'entreprise. Non, mais j'étais probablement un cauchemar pour les parents accompagnateurs parce qu'il y a un camp à organiser et moi je disais on va aller en Corse. Et ça y est, j'ai trouvé le terrain, etc., etc. Et les parents me disaient, mais enfin, c'est hors d'atteinte. C'est-à-dire qu'on est à Tourcoing, les budgets sont assez limités et ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Et je dis, non, mais c'est pas grave. On va faire des soirées, on va financer et ça ne coûtera rien aux parents. Donc, c'est un peu ça. À nouveau, c'est un peu ton... Quand tu as 10 ans, tu commences à parler à la table. À 14 ans, tu commences à faire des projets. On dit juste, mais c'est pas à toi de le faire. Ouais. Mais donc j'imagine à quel point j'étais un poison pour les parents chefs de groupe parce que j'étais un animal assez dangereux avec des idées un peu folles et qui trouvaient les moyens de les financer. Tu vas faire des études qui sont qualifiées des grandes études puisque tu fais une prépa à Ginette qui est une des meilleures prépas en France. Puis après, tu fais l'ESCP. Et ça ne te suffit pas, et ça ne te suffit pas parce qu'il y a certainement une blessure. ESCP, c'est une exceptionnelle école, mais je crois que tu aurais peut-être aimé faire une autre école, qui est l'école HEC. Ton école c'est pas ce que je voulais dire par là, mais en tout cas, la vérité, c'est que c'est vrai que là, tu vois ça comme le fait de ne pas avoir été pris, d'échouer, c'est comme ça que tu l'exprimes, mais échouer à l'oral d'HEC, puisque tu as l'écrit et l'oral, tu échoues à l'oral. Et là, pour toi, c'est pas possible, en fait. C'est ton premier grand échec pour toi, non ? À l'école. Tu as toujours été premier tout le temps, toi ? Non, mais disons toujours dans les 3 premiers. C'est ça. Excuse-moi. Plutôt pas mauvais. Oui. Mais en fait, la réalité, c'est que faisant pas mal de sport, pas mal d'activités scout et plein d'autres choses, j'avais eu une pratique pas suffisamment disciplinée du travail scolaire. Et j'ai appris en fait à travailler en classe préparatoire. Et donc ça prend un tout petit peu de temps. Et il est vrai que oui, j'ai échoué à l'oral d'HEC et je me suis dit, écoute Bertrand, ça fait partie de ton processus d'amélioration. Tu n'as pas réussi ce qu'il y a de mieux cette fois-ci, mais d'autres occasions vont se présenter. Et en fait, quand j'étais à Los Angeles, je suis tombé sur quelqu'un, Daniel, qui était à Harvard et qui m'a dit, toi, tu devrais faire Harvard. Et en fait, ma vie est peuplée de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, toi, je te verrais bien faire ça. Et je me suis intéressé à la chose et c'est comme ça que, probablement mu par la volonté de reprendre des études, mais aussi mu par la volonté de dire, allez, cette fois-ci, peut-être que tu vas arriver à faire ce qu'il y a de mieux. J'aime bien, parce que le SCP, c'est quand même extrêmement une exceptionnelle école. Ouais. C'est marrant que tu dis ça, parce que dans ce livre, Pause, que tu connais, j'ai un chapitre sur les rencontres. C'est marrant que tu me dis ça. Et c'est vrai que c'est ça le point qui est souvent un point important dans nos vies, à toutes et à tous, c'est ces rencontres, ces moments. Toi, c'est ce Daniel à Los Angeles que tu rencontres, ce moment-là, qui dit quelque chose, tu l'écoutes. Le plus important souvent dans les rencontres, c'est de l'écoute. C'est de ne pas savoir et justement se positionner dans ce moment, dire, dis-moi ce que tu en penses. Toi, cette toute petite cicatrice que tu avais de ne pas avoir remporté ce que tu imaginais être la victoire avec HEC, fait quand même que là, tu fais ce qu'il y a de mieux, parce que Harvard est considéré certainement comme la meilleure école, donc là c'est un master, c'est un MBA dans le monde. Donc là, quand tu arrives là-bas, tu dis ça y est, tout est gommé, tu es heureux, tu es fier, tu pérores un peu ou pas du tout. Tu as eu ces années, parce que moi j'en ai rencontré quand même un certain nombre de jeunes étudiants encore aujourd'hui, quand ils sortent de ces écoles-là, qui sont considérés, ils sont un peu mis en avant et eux-mêmes pensent que ça y est, ils sont arrivés. On se rend compte évidemment avec le temps que c'était qu'une étape. Toi, comment tu étais, toi, à 25 ans ?
Écoute, probablement un peu arrogant, parce que tu es le fruit de ton environnement, donc tu as 850 camarades de promo qui arrivent du monde entier et qui sont objectivement... Très, très, très bons. Très bons. Très bons. Et tu suis les enseignements de gens qui sont très bons, reconnus, entre Michael Porter et Robert Merton, prix Nobel d'économie, et avec des examens qui se passent bien. Et donc... j'ai probablement été le fruit aussi de cet environnement, et donc avec une certaine forme d'arrogance, mais aussi probablement une certaine forme d'humilité, parce que la chose la plus importante que j'ai apprise à Harvard, c'est que j'ai mieux compris ce que je ne savais pas. C'est-à-dire qu'en gros, on lit 650 cas, hein, c'est la méthode des cas, donc un cas est exposé, des questions sont posées, et en fait 650 cas de 650 situations différentes, dans des industries différentes, sur des problématiques différentes. Je pense que le grand enseignement, c'est de mieux comprendre et de mieux évaluer ce qu'on ne sait pas. Et donc, j'avais probablement un comportement un peu arrogant à l'image des jeunes diplômés d'Harvard, mais aussi très rempli d'humilité dans la compréhension de ce qu'on ne sait pas, mais avec la volonté farouche de savoir et de s'entourer. Donc là, tu termines ces études, t'es à Harvard. Une chose essentielle qu'a dit ton papa, c'était au lycée si je ne me trompe pas, il t'a dit, là on a bien compris que tu es quelqu'un qui était sur cette direction de réussir une partie de ta vie. Cette vie-là, elle est professionnelle, elle est importante. Quand ton papa se dit, ce qui est important en fait, c'est de voir ce que tu vas faire de ton intelligence. Tu l'appréhendes comment quand tu as 16, je sais plus, c'était 16-17 ans. Oui. Cette phrase-là que je trouve exceptionnelle, parce qu'elle te met en face, tôt, d'une responsabilité qui est grande, qui en gros, globalement, on est là pour autre chose juste que d'avoir une bonne note à l'école ou juste être sympathique avec une personne. Ça nous élève. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand ton papa te dit ça ? En fait, c'est... d'abord, je me souviens très précisément du jour et du lieu. Et les propos exacts de mon père étaient les suivants. Il a dit, la question n'est pas de savoir si Bertrand est intelligent, la question est de savoir ce qu'il va faire de l'intelligence qu'il a reçue. Et en fait, c'est extrêmement profond. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance qu'on a reçu une forme d'intelligence et qu'on a la responsabilité de la cultiver, de l'entretenir, de la développer. Donc ça a probablement été, et c'est toujours un moteur pour et un moi, marqueur pour toi. Et un marqueur, et j'y pense tous les jours. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand j'ai perdu mes parents, un de mes amis qui était passé par là avant me dit au téléphone, est-ce que tu penses à ton papa tous les jours ? Et je dis oui, et il me dit, est-ce que tu penses que ça va s'atténuer avec le temps ? Et je dis, je ne sais pas. Et il m'a dit, lui qui était passé par cette porte-là avant, il m'a dit, rassure-toi, l'intensité ne va pas baisser. Et donc, oui, cette phrase, que vas-tu faire de l'intelligence que tu as reçue, est une phrase à laquelle je pense quasiment tous les jours. Et donc, qu'est-ce que ça développe chez moi ? Probablement une très grande curiosité, c'est-à-dire... j'ai des marges de progrès énormes. Il y a tellement de choses que je ne sais pas, que j'aimerais mieux comprendre. Et puis probablement une exigence très forte dans mon parcours de progrès. On va continuer, on va commencer par une pause amicale. Donc on a bavardé, discuté avec des gens proches de toi et qui évidemment t'aiment ou t'apprécient énormément, et on leur dit, est-ce que vous pouvez nous faire une pause, une question pour toi ? On parlait du sport tout à l'heure, on parlait de toi qui a été quand même... très bien placé en gymnastique. Donc quand je te vois, ça m'amuse un petit peu. Moi, j'imagine qu'à moins de 14 ans, tu étais 3e français sur la gymnastique. Ça m'est arrivé une fois. Ouais, mais il suffit d'une fois. Tu sais, moi, j'aurais bien aimé être une fois 3e français ma en médaille sport. de bronze. J'aurais été très content. Tu as appris du volleyball. C'est quelque chose d'important pour toi, le sport. On écoute cette question de ton ami, un de tes meilleurs amis, si ce n'est ton meilleur ami, Laurent. Salut Bertrand, c'est Laurent. Comme tu le sais, j'ai le projet de rallier Pékin à Paris à vélo. Et maintenant que tu enchaînes allègrement les sorties à vélo de 100 à 200 km, j'aimerais savoir si tu acceptes de m'accompagner quelques semaines lors de la traversée des montagnes célestes au Kirghizistan. Et quel sens aurait pour toi cette aventure partagée ?
Donc, merci Laurent Guy. Je suis très ému en fait. Donc Laurent, c'est mon ami, mon frère. On s'est rencontrés en terminale et on ne s'est plus quittés malgré nos parcours très internationaux. Et il est vrai qu'on fait beaucoup de vélo ensemble, ce qui est probablement une douleur pour lui puisqu'il est à peu près 2 à 3 fois plus doué que je ne le suis depuis toujours. Et une douleur pour moi parce que le suivre n'est pas chose évidente. Sachant qu'en vélo, c'est important d'être dans la roue de quelqu'un puisque on gagne 10 à 20% du... frottement de l'air. Ouais, et il se trouve qu'il m'attend, mais pas tout le temps. Donc j'ai des grands moments de solitude où je le vois 500 mètres devant moi. Je vois que, comme d'habitude, l'ambition de Laurent a grandi, puisque lui m'avait parlé de Pékin-Istanbul. Et là, il parle de Paris-Pékin, ce qui rallonge quand même considérablement le... Tu viens de l'apprendre là? Ouais, je viens de l'apprendre. Donc normalement, le projet, c'était quand même Pékin-Istanbul ou Istanbul-Pékin. Et oui, j'adorerais pouvoir l'accompagner sur certaines étapes. Je ne suis pas sûr d'être capable de trouver le temps ni l'énergie de faire l'intégralité du parcours. Merci pour cette question. On revient à ton parcours. On se retrouve là, tu sors d'école et parfois, comme certains ces jeunes diplômés, il y a plusieurs voies possibles. La finance, toi tu fais le conseil. Je te retrouve chez Bain. Oui. Bain, c'est un des... Voilà, on appelle ça les MBB, McKinsey, Bain, BCG ou BCG Bain. Donc ils sont, c'est ceux qui y a de mieux dans le conseil en stratégie. Tu fais différentes missions. Tu t'éclates dans ces années-là? Ah oui, ça a été des années merveilleuses. D'abord parce que les missions qui nous sont confiées sont passionnantes. Deuxièmement parce qu'on le fait avec... il y avait un esprit très particulier chez Bain, qui était un esprit d'entraide très fort, d'un cabinet qui était en forte progression et avec une très grande exigence. Et donc ça a été des années formidables grâce aux gens que j'ai rencontrés, avec qui je suis toujours en contact, et des années d'apprentissage et aussi des années d'ouverture au monde, puisque grâce à Bain, en 3 ans, j'ai eu la chance de travailler assez peu en France, pas mal en Italie, beaucoup en Angleterre, et puis après je suis parti pour Bain à Los Angeles. Est-ce que tu conseilles aujourd'hui à ces jeunes qui sortent de ces grandes études de commencer par le conseil? C'est quelque chose que tu dirais à chaque fois? Commencer par là, c'est 2-3 années de formation, peut-être plus, mais assez incroyable. Alors, je pense qu'il y a plein de manières de se former. Moi, je conseillerais plutôt de choisir un bon patron. C'est-à-dire, c'est le patron. Tu ne le sais pas forcément au départ, c'est ton problème. C'est que il faut essayer de travailler. Un risque, hein. Il faut essayer de travailler avec un bon patron qui a envie de transmettre et qui a envie de former. Comment tu sais ça? Tu te renseignes comment? Parce que moi, je commence dans une entreprise. Je ne sais pas si c'est du lard du cochon. Enfin, je peux peut-être aujourd'hui, on peut plus savoir que hier. Mais toi, c'est plus le patron que l'industrie. Moi, je pense que c'est le facteur essentiel. C'est les gens avec qui on va travailler. Et il se trouve que dans les cabinets de conseil, d'abord, on n'est pas nombreux. Il y a une sélectivité qui est très forte. Et il y a un compagnonnage qui est très important parce que un manager dans le conseil ne peut pas s'en sortir sans les consultants et les jeunes associés. Donc, il y a forcément un apprentissage, une formation qui est très forte. Et ensuite, comme c'est des expériences très intenses, parce qu'on travaille beaucoup, la formation se fait à vitesse accélérée. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est une très bonne voie. Mais Edenred, c'est considérer. C'est mieux de commencer par Edenred. Probablement, mais c'est à considérer, mais il y a plein d'autres voies aussi. On te retrouve après dans la finance en tant que directeur d'investissement au sein du fonds d'investissement BC Partners. Oui. Puis tu passes à l'entrepreneuriat en développant, créant une entreprise qui s'appelle Constructeo, donc une start-up qui réalise des logiciels de gestion des chantiers de construction. Là, on s'éloigne. Oui. Et puis on te retrouve à des postes à haute responsabilité après. Deutsche, on en parlait tout à l'heure, Materis Pence. Et enfin, Edenred à partir de 2015. Moi, ce qui m'intéressait dans ce cheminement, c'est que c'est un cheminement où j'ai du mal, pour être franc avec toi, à trouver les points. Alors parfois, à un moment, je me suis dit, tiens, il y a un propriétaire qui avait 2 entreprises. Donc je me dis peut-être qu'il t'aimait tellement qu'il voulait que tu fasses du très bon travail à nouveau pour l'autre entreprise. Mais même, j'arrivais pas à connecter. C'est quoi les points de connexion? Justement, c'est des rencontres à chaque fois, des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont dit, tiens, c'est le bon moment, c'est une ouverture, c'est... Parce que toi, tu n'es pas carriériste. En tout cas, je ne t'ai pas vu carriériste dans ce que j'imagine. Donc, pourquoi ces évolutions? Peut-être que ta start-up, ça a été compliqué, peut-être que tu as dû repasser sur autre chose. Raconte-moi ce lien que je n'ai pas forcément compris. Mais peut-être qu'il n'y en a pas. Hein.
S'il y a des liens invisibles... La main invisible est de retour. Oui, la main invisible est de retour. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je travaille pour BC Partners, et BC Partners, c'est un fonds d'investissement. Donc, autour de la table, vous avez les investisseurs, en l'occurrence nous, les avocats, les banquiers d'affaires et les entrepreneurs. Et en fait, moi, je regardais les entrepreneurs et je me disais, mais dans le fond, entre ces 4 communautés, c'est à cette communauté-là vraiment que j'ai envie d'appartenir. Ce qui fait que j'ai quitté BC Partners pour monter Constructeo et donc pour être entrepreneur. Ensuite, il se trouve que dans le temps où j'étais chez BC Partners, j'ai fait la connaissance de Jean-Paul Villot, qui était le président-directeur général de Neopost. Et en fait, BC Partners m'a prêté à Neopost pour monter Neopost Online, c'est-à-dire la filiale en ligne de Neopost. Et donc, j'ai monté ça à San Francisco pendant de nombreux mois. Et donc, ça a créé 2 choses. Premièrement, ça m'a donné envie d'être entrepreneur. Et la deuxième chose, c'est que j'en ai tiré beaucoup d'admiration vis-à-vis de Jean-Paul Villot et de son équipe de management. Ce qui fait que quand la boîte que j'ai créée a été vendue, Jean-Paul, en gros, m'a dit « Bon, maintenant que tu as fini tes bêtises, rejoins-moi. » On va faire du vrai travail. Et donc, j'ai travaillé 9 ans avec Jean-Paul et ses successeurs chez Neopost. Et ça a été 9 années vraiment qui ont été des années de développement que j'ai beaucoup aimé, puisque j'ai commencé comme patron du marketing et la stratégie. Ensuite, j'étais patron de la filiale française, où en gros, Jean-Paul Villot m'a dit on a fait une acquisition aux États-Unis et on est allé embêter le gros numéro 1 américain qui vient désormais nous embêter sur notre territoire qui est la France. Et on a besoin d'un jeune bien tonique pour tenir ce qui est le coffre-fort du groupe. Et ensuite, quand le directeur financier du groupe est devenu directeur général, il m'a été proposé de devenir directeur financier. Et donc, ça a été une aventure formidable au sein d'une entreprise où j'aimais beaucoup l'équipe de direction, mais j'aimais beaucoup l'esprit de la maison. Et en fait, il y a un lien invisible entre ça et la responsabilité d'après, où je suis devenu en fait président du groupe Dutch, qui fait de la connectique pour des environnements sévères. Donc si vous pilotez une Formule 1, Ariane... Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Un sous-marin nucléaire, un Airbus A320, la connectique électrique est faite en grande majorité par Dutch. Et en fait, là, le lien invisible, c'est d'abord la volonté de devenir... patron, donc j'étais directeur financier, dans le cockpit à côté du directeur général, puis président-directeur général. Et donc, il était temps pour moi de devenir le patron, premièrement. Et deuxièmement, cette maison avait comme sponsor financier Wendel, avec comme numéro 2 chez Wendel Bernard Gauthier, qui était un manager de chez Bain. Et donc, on avait quand même une relation et une connexion qui fait que les conversations étaient assez fructueuses. Mais je crois que le lien... en fait, il y a 2 choses que j'aimerais dire. La première, c'est que jusqu'à l'âge de... Enfin, je m'étais dit, tu feras ce que tu veux jusqu'à l'âge de 30 ans. Et en fait, il m'a fallu 10 ans de plus pour comprendre que je n'avais plus 30 ans. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'en réalité, les environnements sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire des entreprises très internationales, des entreprises décentralisées, c'est-à-dire avec des managements locaux qui sont très forts, et une volonté de changement du modèle. Et donc, avoir un peu de créativité pour changer le modèle. De nouveau, c'est aussi pour les gens qui nous écoutent, de leur dire aussi, il n'y a pas non plus une pression absolue de trouver des liens et des points de connexion parfaits. Alors parfois, il est plus facile après, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, dire il y a un lien là. Parfois, il n'y a pas forcément de lien. Parfois, il y a des sauts dans le vide qui peuvent exister. Oui. Parfois, il y a des rencontres qui fait dire j'ai envie de tout changer pour faire autre chose. Et comme tu l'as dit très justement, il y a un moment ou un autre, tu t'es dit j'ai envie d'être entrepreneur. Tu l'as fait. Tu t'es rendu compte aussi que c'était extrêmement dur et que ce qui peut être aussi très intéressant, c'est être intrapreneur. C'est chef d'entreprise, intrapreneur, mais c'est des modèles très similaires. On va continuer dans les pauses amicales pour justement continuer sur ton parcours. On écoute cette nouvelle pause amicale de quelqu'un qui te connaît de l'intérieur d'Edenred. On l'écoute, c'est Nathalie Bala. Bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien. J'aurais bien aimé savoir ce qui te pousse à aller toujours plus loin et plus haut. Et comment tu fais pour être à la fois président d'Edenred et président de l'association des anciens de l'ESCP. Merci, à très bientôt. Alors, je pense qu'il y a un qui te prend plus de temps que l'autre, j'espère pour les actionnaires d'Edenred. Mais il n'empêche, la question de Nathalie, merci Nathalie pour cette question, est clairement identifiée pour les gens qui te connaissent, c'est que ça ne s'arrête pas en fait.
Non, mais enfin, ça s'arrête pas, mais le temps est une notion assez relative. C'est-à-dire que Serge Reggiani disait « Le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain », en citant son père. Et c'est peut-être une des seules phrases avec laquelle je ne suis pas d'accord avec Serge Reggiani, que j'aime beaucoup. Tu consommes, toi? Ouais, il faut consommer. Ce temps, c'est une denrée ultra fraîche. La seconde qui passe ne reviendra jamais. Et je suis un être fini, c'est-à-dire que dans mon ADN est inscrit le fait que ma vie sur Terre a une fin. Et donc chaque seconde qui compte est une seconde qu'il faut donner et vivre pleinement. Pour ce faire, il faut accepter de vivre intensément. Donc, à la question de Nathalie, comment je fais? J'ai une pratique du travail qui est très intensive, c'est-à-dire quand je travaille intensément, et j'ai aussi une volonté dans le temps libre qui m'est donné une fois que j'ai fait ce que je dois faire pour Edenred, de garder du temps pour redonner ce temps. Je suis très redevable à l'ESCP qui a été une rencontre et un point de formation très important pour moi. Et donc quand le président de l'association des anciens m'a dit « c'est ton tour et on aimerait bien que tu sois le président de l'association », tu t'es pas échappé. Non. Nathalie, ta relation avec Nathalie qui est une entrepreneuse, oui, brillantissime, puisqu'elle a repris, créé, construit et vendu un groupe que tout le monde connaît, beaucoup de gens, qui est La Redoute. Et je le connais d'autant plus que La Redoute était visible depuis ma chambre du boulevard Gambetta à Tourcoing. Oui, parce que tu as raison, donc c'est la boucle. Et le catalogue de La Redoute et des Trois Suisses a peuplé mon enfance. Tu as grandi avec celui-là. Nathalie qui a repris, développé et puis vendu ce grand groupe et qui est maintenant administratrice chez Edenred. Tu parlais d'un sujet intéressant. Je vais m'arrêter 2 secondes parce que tu as cette volonté d'aller vite, de faire parce que le temps passe. Et pourtant, tu fais partie des gens qui croient que la vie ne s'arrête pas que sur Terre, en fait. Mais malgré ça, tu dis il faut aller vite quand même. Il faut profiter. Tu vois que c'est antinomique de fait que de croire à cette vie éternelle et dire qu'il faut en faire le plus ici? C'est un dilemme. C'est un dilemme quotidien. Oui, non, j'en conviens. Une chose est sûre, c'est que dans ma vie terrestre, les secondes sont comptées. Et donc, j'aimerais qu'elles soient le mieux utilisées possible. Et on en revient à que vas-tu faire de l'intelligence que tu as reçue. C'est d'ailleurs souvent une conversation que j'ai avec Françoise, qui a une vision un peu différente des choses et qui aime laisser du temps au temps. Et qui parfois a du mal à comprendre pourquoi je m'engage à nouveau. Et je pense que c'est aussi pour répondre à un désir profond de faire des choses. C'est-à-dire, je pense que c'est l'action qui unit les hommes entre eux. Quand on ne se connaît pas, quand on ne fait rien ensemble, alors l'autre est un inconnu, et s'il est un inconnu, il peut être une source de peur ou de frustration. À partir du moment où on fait des choses avec l'autre, on découvre des choses merveilleuses chez l'autre, on découvre des fils invisibles, et la vie, tout de suite, est plus amusante. Je pense que les gens qui nous écoutent le sentent, le ressentent. Tu as un leadership certainement différent ou très spécifique. Tu as gagné de nombreux prix, donc je les cite, je ne les connais pas tous par cœur, mais tu as été Best CEO d'Investor Magazine, donc tu as eu le trophée du PDG digital lors des trophées du CODIR, du Cercle de l'Excellence RH. Il y en a d'autres comme ça. Oui, je ressemble à un général soviétique lors du défilé du 1er mai, Place Rouge, avec un nombre de médailles en chocolat qui est vraiment très impressionnant. Oui, mais est-ce qu'elles te font plaisir comme ces médailles en chocolat? Moi, médailles en chocolat, quand j'avais 10 ans, ça me faisait plaisir. Ouais. Est-ce que toi, ça te fait quand même assez plaisir parce que ça met en avant ou en fait pas vraiment, tu penses que t'as pas besoin de ça, et en tout cas c'est certainement pas pour ça que tu le fais, mais déjà, est-ce que ça te fait plaisir, ces reconnaissances du secteur, et deuxièmement, comment tu le définis toi, ton leadership? Alors, est-ce que ça me fait plaisir? Oui, probablement, parce qu'on a tous un désir je ne sais pas, mais il me semble qu'au plus profond de chacun d'entre nous, mais avec des intensités différentes, on a quand même un désir de reconnaissance. Donc oui, je ne boude pas mon plaisir quand on pense à moi. Deuxièmement, on ne réussit jamais tout seul, c'est-à-dire que on réussit grâce aux équipes qu'on a autour de soi, on réussit grâce à ses prédécesseurs, et donc c'est aussi une reconnaissance collective.
Alors moi, j'en suis le porte-parole parce qu'il faut en choisir un, mais ce qui me fait plaisir aussi, c'est la reconnaissance de l'ensemble des collaborateurs et des projets qu'on a menés ensemble. J'ai cherché sur ChatGPT, tu vois. Tu utilises de temps en temps ChatGPT peut-être? Oui, bien sûr. Et j'ai cherché, je me dis, c'est quoi la définition d'un bon leader? Oui. Et ChatGPT écrit 3 grands axes. Un bon leader inspire et motive. Deuxièmement, il soutient et valorise les autres. Et enfin, il prend des décisions éthiques et responsables. Difficile de faire mieux. Oui, c'est parfait. Là, t'as 19 sur 20, t'as 20 sur 20. Toi, tu pourrais pu l'écrire de la même manière? Ces trois grands sont essentiels pour toi également? Probablement que c'est une très bonne définition. Après, la pratique du leadership peut être très différente d'une personne à l'autre. On peut avoir un leadership d'expertise. Et donc, ça, ChatGPT n'en parle pas, mais il y a des métiers d'experts où le plus expert est le leader. Moi, je pense qu'il y a d'autres dimensions que j'aimerais rajouter. La première, c'est que je pense que la responsabilité d'un leader, c'est d'abord de donner de l'énergie, c'est-à-dire donner l'envie de faire des choses. C'est cette capacité à dire on n'est pas plus bête que les autres, et donc si on se définit un objectif, on s'organise, et avec une bonne notion de temps, on va y arriver. Donc moi, je pense que d'ailleurs le terme CEO, qui est traduit comme Chief Executive Officer, peut se transformer en Chief Energy Officer. Et moi, je pense que la première responsabilité, c'est donner l'envie de faire des choses et donc de transmettre en fait cette énergie. La deuxième responsabilité, c'est que tout n'est pas facile, tout n'est pas immédiat. Les imprévus ne manquent pas de pointer leur nez. Et donc, comment faire en sorte qu'on a des gens qui aient confiance en eux? C'est-à-dire que, en gros, quand on entreprend, et toutes les équipes de management de toutes les entreprises du monde entier sont appelées à entreprendre et à ouvrir de nouvelles voies, les difficultés apparaissent, et comment, face à ces difficultés, garder suffisamment confiance en soi pour prendre du recul, analyser ce qui se passe, développer un plan d'action et ramener tout le monde derrière soi. Donc, derrière cette définition qui est très bien faite, je rajouterai la capacité à transmettre de l'énergie et la capacité à donner confiance en chacun d'entre nous. Chacun a sa place, chacun a une place. Tu nous prouves quelque chose, merci beaucoup Bertrand, tu nous prouves quelque chose que ChatGPT a toujours besoin d'un peu d'humain. Ça ne suffira pas, et donc je te remercie d'avoir ajouté cet humain-là. L'homme et la machine seront toujours meilleurs que la machine seule. Donc là, c'est aussi un point important que tu cites. Quand je t'entends, j'entends aussi ce que tu as appris, aussi ce que ton papa t'a montré en faisant, et non, en étant enseignant et en démontrant aussi dans ce nord de la France que chacun a du potentiel. En fait, c'est ça que tu nous dis là. C'est trouver le potentiel de chacun. Et là aussi, c'est certainement ce que tu as vu quand tu étais plus jeune. On va arriver, c'est 2015, là c'est Edenred, ça y est. Tu vas rentrer dans ce poste de chef du cockpit, ça y est, c'est toi qui as enfin, ça avait été le cas dans 2 entreprises précédentes, oui. Tu as raison. Là, la taille est encore plus importante. Cette entreprise, elle n'est pas au CAC 40, il faut bien comprendre que tu la récupères, enfin en tout cas tu en deviens président, et je donne les chiffres, je les regarde à l'époque, ça faisait 18 milliards de volume d'affaires, 6 000 collaborateurs, 43 millions d'utilisateurs, c'est considérable déjà. Et puis, 10 ans après, on est à 41 milliards de volume d'affaires, tu es à doubler le nombre de collaborateurs, tu as 60 millions d'utilisateurs, et en 2023, ce qui est important, de nouveau, peut-être que c'est une autre médaille en chocolat, mais Edenred rentre dans le CAC 40. Donc là aussi, c'est un élément important de réussite de cette partie de ta vie qui est ta vie professionnelle. La question, c'est comment toi, tu as réussi à continuer à transformer, parce que j'ai vu une évolution où il y a comme de la concurrence, et tu as réussi à transformer, et continuellement, je crois que tu fais des plans tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est ça? Tous les ans. Tous les ans, et rappelle-nous les noms de ces plans-là, parce qu'à chaque fois, je me demande comment tu arrives à avoir d'autant d'innovation dans le marketing dans tes noms. T'as quoi? C'était Go Beyond, c'est quoi? Le premier était Fast Forward. Fast Forward, d'accord. Le deuxième, je me souviens plus, et le troisième est Beyond. Beyond, c'est ça. Le deuxième était, mais non, c'est pas notre fort
en fait, la créativité marketing. Le deuxième était Next Frontier. Oui, Next Frontier. Et donc c'est bien tous les 3 ans. Tu me dis tous les ans. En fait, on fait tous les ans, on se repose la question. C'est-à-dire chaque leader chez Edenred doit répondre à une question simple. Par exemple, je suis le patron d'Edenred en Angleterre. La question qui lui est posée tous les ans, c'est « John, en tant que leader d'Edenred en Angleterre, qu'est-ce que tu veux que Edenred UK soit dans 3 ans ?» Et donc ça, c'est un travail qu'on fait tous les ans. Mais en revanche, vis-à-vis de nos investisseurs, on présente des plans sur 3 ans. Et donc là, on finit le 3e plan. Donc voilà, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après Beyond? Alors là, en marketing, tu me diras ça, j'attends de voir avec impatience. Mais parlons d'innovation, quand même, tu es dans un monde enfin, un produit qui est dans la poche de beaucoup de gens, beaucoup de citoyennes et de citoyens, dans beaucoup de pays. Comment justement, sur quelque chose qui existe maintenant, pas depuis un siècle, mais qui existe maintenant depuis quand même des années, comment tu as réussi à apporter une vraie innovation quand autour de toi, tu as vu se créer des nouvelles structures, une entreprise comme Swile par exemple, qui s'est créée en 2018 je crois, d'autres qui sont venus, des grands qui mettent des moyens, des petits qui apparaissent. Comment, c'est quand même un monde qui... on ne te laisse pas tranquille, là. Hein. Non, mais comme dans la vie de toutes les entreprises, c'est-à-dire on a un champ concurrentiel qui est assez dense. Là, on a parlé d'exemples français, mais en réalité, on est dans 45 pays. Donc, t'as ça fois 45 ? Ah oui, très facilement. Et là, on n'a parlé que d'un des produits d'Edenred, qui est le ticket restaurant, et qui ne fait que 44% de notre chiffre d'affaires. Donc, il y a plein d'autres choses. Justement, merci de t'arrêter là, parce que Edenred, les gens, j'aurais peut-être dû commencer par là. J'aimerais bien. Est-ce que tu peux... Pour des gens qui nous écoutent, pas pour un analyse financier, nous expliquer ce qu'est Edenred en termes de produits, vraiment de produits. Donc, ticket restaurant, 44% de votre business, ticket restaurant, ça tout le monde connaît. En fait, première ligne de produit qui fait à peu près 65% de notre chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle les avantages aux salariés. Avantages aux salariés, c'est une application sur votre téléphone portable où vous avez un portefeuille ticket restaurant, par exemple en France, un portefeuille de tickets CESU, un portefeuille de tickets mobilité, un portefeuille de tickets télétravail. Donc, c'est de l'argent qui est dédié à des dépenses spécifiques. Et c'est ce qu'on appelle les avantages aux salariés. Et il y a une dernière ligne de produit dans ces avantages aux salariés qu'on appelle l'engagement, mais qui est surtout développé dans les pays anglo-saxons. Mais on est en train de le déployer en Europe continentale. L'engagement, c'est quoi? C'est par exemple une plateforme sur laquelle votre employeur vous paye l'accès à cette plateforme et vous avez accès à des offres discountées. Donc, j'achète un frigo avec 10% de réduction. Et puis, ce qu'on appelle de la gratification, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a beaucoup de salariés dans le monde qui en fait ne viennent pas sur leur lieu de travail. Ils ont un job de service, donc je suis homme de ménage chez Alexandre Mars, je vais faire ce que j'ai à faire, puis chez un autre client, puis après je rentre à la maison. En fait, je ne suis pas allé au siège ou de mon entreprise. Et donc, les rapports sont en fait très lointains. La gratification, ça permet de dire, Bertrand, tu as été formidable ce mois-ci et je te donne 25 € ou 50 € ou 100 €. Et c'est de l'argent digital qu'on reçoit directement sur son téléphone portable et qu'on va dépenser dans les réseaux que Edenred aura mis à disposition. Ça fait 65% de notre chiffre d'affaires. Okay. La deuxième ligne de produit, 30%, c'est ce qu'on appelle la mobilité. La mobilité, c'est quoi? C'est je suis un livreur pour Pepsi Cola à Mexico. J'ai une carte de recharge énergie pour mon véhicule, donc en essence, en éthanol, en recharge électrique. Avec la carte Edenred, vous avez accès à 600 000 bornes de recharge, par exemple, en Europe. Mais on fait plus que ça. Le paiement de péage, c'est nous qui le faisons. On fait de la télématique et on s'est lancé là, à corps perdu, dans la transition énergétique avec les véhicules électriques. Donc très vite, quand vous allez recharger votre véhicule Audi dans une station superchargeur, les logiciels qui vont gérer en fait le point de recharge et la consolidation de tout ça, donc uniquement du software, c'est Edenred qui fournit en fait ces solutions-là technologiques. Et enfin, la dernière chose qui représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires, c'est notamment aux États-Unis, c'est du paiement digital point à point, c'est-à-dire une entreprise doit payer un fournisseur, elle émule une carte de paiement digitale avec un numéro unique qui correspond à la facture et qui est payé directement de point à point. Donc voilà ce qu'on fait en gros dans le monde entier. J'ai l'impression que tu es à 105% d'ailleurs. Je pense que je suis à 105. J'adore. J'ai 105, mais c'est ça que j'aime, c'est que toi, rien n'est assez grand pour toi. Oui, c'est vrai, 65, 30 plus 10, ça fait 105. Mais c'est là que je me suis dit, j'attendais, peut-être qu'il y a un discount quelque part qui se passe. Mais le point, c'est que
ce qu'on comprend ici, c'est que quasiment tous les salariés, de toute façon, ont directement accès à une de tes offres. Il y en a 60 millions dans le monde. Ou de concurrents. Le point là-dessus, c'est que quand toi, tu rentres en 2015, là, c'est de 2015, j'ai l'impression que tout ce que tu m'as dit là, ça existe depuis longtemps. Pas du tout. Là, tu me parles de digitalisation. Je me souviens encore, il n'y a pas très longtemps que ça, je ne parle pas de tes produits, mais il n'y avait pas de digitalisation. C'était quelque chose où qu'on aille dans le monde. Donc ça, quand est-ce que tu l'as vu arriver, ça? Est-ce que tu as été capable de prendre la vague au même moment que les autres, dans un grand groupe comme le tien? Est-ce que tu as une sorte de réticence au changement ou assez faible? Non, en réalité, la réticence au changement est assez faible parce que si on développe un projet qui est enthousiasmant, qui est un projet de croissance pour l'entreprise, mais aussi de croissance personnelle, alors très très vite, vous avez au moins les 2/3 de l'entreprise qui dit allons-y. En gros, moi ce que j'ai découvert, c'est ce que j'appelle la règle des 3/3. Quand vous élaborez, et on a mis 9 mois à élaborer le plan stratégique tous ensemble, mais qui est un plan de transformation et de rupture profonde. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un premier tiers qui très vite dit on attendait ça, c'est-à-dire que on veut changement, on veut faire partie de la prochaine aventure. Vous avez un tiers qui dit je sais pas, en fait je suis neutre. Et tel Saint Thomas, il va falloir me montrer si cette aventure est vraiment une aventure intéressante. Et puis vous avez un tiers qui n'a pas envie pour des tas de raisons. Peut-être que le contrat social qui était passé avec l'entreprise n'est pas le contrat social que vous proposez, ou c'est le moment pour eux d'aller faire autre chose. Et donc, si vous avez un projet mûrement réfléchi, enthousiasmant, innovant, je pense qu'il est vraiment possible d'aller chercher les 2/3 d'une entreprise. On parlait tout à l'heure de ce futur, tu as encore des grandes choses à construire. Il y a un endroit, un pays où tu dis tiens, il faudrait quand même qu'on plante, tu me parlais de 45 pays, comme si c'était pas assez, il y en a 200, il y en a peut-être un peu moins ou sur lesquels tu pourrais être présent évidemment, mais est-ce que tu dis encore des endroits où tu dis c'est là on doit exister? Quand tu es rentré chez Edenred, une des premières choses que tu as faites, c'est une acquisition importante au Brésil, qui est un pays important pour ces sujets-là. Ça aussi, c'est important. On sait que tu as décidé assez tôt de moins donner de dividendes pour plus le garder. C'est un choix important de leader, pour pouvoir justement réinvestir et pouvoir continuer à grandir. C'est moins à court terme, mais c'est important sur le moyen et le long terme. Tu sais s'il y a des grands moments ou des espaces où tu as envie d'exister? Oui, alors, contrairement peut-être à ce que j'ai laissé penser, on n'est pas du tout dans une course à « il me faut plus de drapeaux dans le monde ». Pas du tout. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est dans un pays, est-ce qu'on a un potentiel de développement et un potentiel de masse critique? C'est plutôt comme cela qu'on raisonne. Alors après, quand on regarde où est Edenred, un peu plus de 60% de notre chiffre d'affaires est en Europe, une bonne trentaine de pourcents en Amérique et 10% après dans le reste du monde. On a des zones blanches qui correspondent aux grandes économies du monde. On est aux États-Unis, mais on est trop faible aux États-Unis. Et donc l'avenir d'Edenred passera dans la durée par un renforcement de notre présence dans la première économie du monde. Et deuxièmement, en Asie, on est très fort à Taïwan, on est très fort au Japon, on est très fort à Singapour, et après, on est nulle part. Et donc, quand on regarde et quand on pense que la croissance mondiale, 40% de la croissance mondiale dans les 20 prochaines années va se jouer en Asie, il est évident qu'une partie de l'avenir d'Edenred se jouera en Asie. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas en croissance organique. Ça passera forcément par des acquisitions à un moment donné et probablement un peu adjacentes à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'informations que tu donnes ici. Je te remercie. On va continuer dans les pauses. Cette fois-ci, on va faire une pause business, une pause corpo. On va te poser des questions. Je vais te poser des questions sur ton approche du travail. D'accord. Et tu vas devoir me répondre oui ou non. Toi, c'est simple. Okay. Hein, je ne demande pas. Et si tu peux développer si tu veux. Hein. Est-ce que tu es un adepte de travailler plus pour gagner plus? Pas forcément. Là, c'est le ni oui ni non que l'on fait avec nos enfants. Tu sais. Pas forcément. Bon, là, tu sais que tu peux me faire pas forcément, pas deux fois. Hein. Bon, pas forcément, d'accord. Non, en fait, je vais te dire, là, quand je dis, moi, un adepte, ou tu me parles de l'économie française?
l'économie française? Oui. Alors moi, je suis un adepte de travailler plus pour payer moins d'impôts. C'est-à-dire que si on travaille plus collectivement, on va créer plus de valeur et donc on sera plus à même de financer les services publics en France. Et puisque par notre travail, on sera plus à même de les financer, alors on paiera moins d'impôts. Donc travailler plus pour payer moins d'impôts. Ça, c'est notre main invisible là. Mais justement en parlant de ça, est-ce que tu penses qu'il faut plus taxer les gens qui ont les moyens? Tu penses qu'on a tout à l'heure, j'ai compris un peu à demi-mot, c'est que tu considères que là on est déjà sur une taxation très forte de la valeur ajoutée, donc tu penses qu'il y a peut-être d'autres manières de faire qu'on peut financer. D'abord, les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le niveau de taxation en France est à un niveau record par rapport à tous les pays du monde. Cependant, les besoins de financement restent importants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on crée plus de valeur. Et d'ailleurs, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, puisque le levier de l'imposition n'est plus un bon levier en France, il faut qu'on accepte l'idée de travailler plus. Et en fait, là aussi, les chiffres sautent aux yeux. On ne travaille pas suffisamment en France. La durée hebdomadaire du travail est trop faible et la durée de travail sur une vie est trop faible. Premièrement. Deuxièmement, on travaille mal. C'est-à-dire que la productivité française, en termes relatifs par rapport au monde entier, baisse. Donc non seulement on ne travaille pas assez, mais malheureusement, ce qui a été une grande force en France, qui a été une efficience, s'est émoussé ces dernières années. Et enfin, on n'investit pas assez. C'est-à-dire que quand on regarde le pourcentage du PNB qui est investi en recherche et développement en France, c'est à peu près 2,5%. Aux États-Unis, c'est 3,5%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On ne crée pas assez de valeur. Je prends une illustration simple. Si on crée 100 de valeur par habitant en France, aux États-Unis, désormais, on est à 120. Entre 120 et 125. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, France et États-Unis faisaient à peu près la même course. Mais ce qui est intéressant, c'est qui est à 80. Si les États-Unis sont à 120 et nous sommes à 100, qui est à 80? La Turquie. Donc je vais le dire de manière un peu abrupte, un Américain à Paris ressent la même chose qu'un Français à Istanbul. Et je ne pense pas que ce soit l'avenir de la France. L'avenir de la France, on est capable de faire des tas de bonnes choses, mais il va falloir qu'on accepte l'idée de travailler plus, probablement pour payer moins d'impôts, de travailler mieux, c'est-à-dire des modes d'organisation qui nous rendent plus efficients, et donc d'investir plus pour préparer notre avenir. Travailler plus, ça peut être aussi plus longtemps. Tu fais partie de ces gens qui disent, quand tu regardes la politique, disent, mais on parle des retraites, de ne pas faire de retraite par capitalisation. Et quand tu vois ce que ça fait ailleurs, tu dis juste, c'est quand même dingue de voir des choses qui peuvent fonctionner ailleurs. Et de ne pas le faire en France. Est-ce que tu es partie de ces gens qui disent, parce que toujours la même chose, il y a des bonnes idées, mais dès que ça commence à gripper un peu, et on est un peuple qui grippe facilement, hein, oui. on va rapidement dans la rue oui. donner notre sentiment, et puis si on peut couper quelques têtes en passant, c'est une culture, on l'a, les étrangers sont toujours assez étonnés par cette culture-là. Tu vois parfois des choses qui, en voyageant beaucoup, tu me disais tout à l'heure que tu envoyais des WhatsApp ou des messages à tes équipes, j'ai vu ça, tu pourrais faire la même chose peut-être avec nos amis politiques ici, en disant oh, j'ai vu quelque chose qui fonctionne bien dans ce pays-là. Ça t'arrive, tu as essayé justement de taper au port, de passer de temps en temps, tu es quand même dans la poche de beaucoup de salariés, donc à mon avis tu as aussi ces discussions-là avec les femmes, les hommes politiques. Tu t'es entendu? Alors, je ne sais pas si je suis entendu, mais ce que je viens de dire, par exemple, je l'ai expliqué aux rencontres économiques d'Aix, sur un public de plusieurs centaines de personnes, un public qui est ouvert, hein, puisque les rencontres économiques d'Aix sont ouvertes à toutes et à tous, donc toutes les opinions politiques sont représentées. Et t'as été applaudi ou t'as été j'ai été chaudement applaudi. Moi, je pense qu'il y a un devoir de pédagogie et un devoir de vérité. C'est-à-dire que je suis comme tous les Français. C'est-à-dire, j'ai un salaire, j'élève une famille, je dois faire des choix. Et donc, tous les Français mènent du mieux qu'ils peuvent leur barque et ont leur intelligence. Et si on prend le temps de leur expliquer les choses, évidemment qu'ils comprennent. Et donc, il s'agit d'expliquer les choses. Et puis, des petits peu retours historiques aussi peuvent aider. Par exemple, le système de retraite tel qu'il a été pensé en France. Revenons aux écrits du Conseil national de la résistance. Ils voulaient une retraite par capitalisation. Mais ils disent la retraite par capitalisation n'est pas possible au premier jour parce qu'il faut du temps pour capitaliser. Donc, or, les besoins sont maintenant. Donc, en fait, on va faire une retraite par répartition, c'est-à-dire ceux qui travaillent vont cotiser pour ceux qui ont besoin de leur retraite
tout de suite, et après, on va migrer petit à petit dans un système de retraite par capitalisation. C'est écrit noir sur blanc. Le CNR. Le CNR. On y est. Mais l'étape 2 n'a jamais été faite. Comment t'expliques aujourd'hui, par exemple, que cette retraite par capitalisation, qui paraît pour un certain nombre d'économistes assez évident, pourquoi tu penses qu'elle n'est pas implémentée? Je ne sais pas. C'est un grand mystère. C'est le mystère de la vie. Il y en a d'autres qui sont... Celui-là, on devrait arriver à trouver. Il y en a d'autres qui sont plus... C'est un grand mystère. Parce que c'est toujours pareil. Les phases de transition sont délicates. C'est-à-dire on ne peut pas passer de l'un à l'autre immédiatement. C'est-à-dire qu'il y aura des intensités, parce que pour sortir d'un système et rentrer dans un autre, c'est extrêmement délicat. Et on a probablement raté le coche au milieu des années 50, où là, ça y est, on pouvait faire cette... Mais donc, la transition est difficile. Elle nécessite beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience, beaucoup de prise en compte aussi de choses qu'il ne faut pas laisser tomber sur les petites retraites, etc. Je pense qu'il y a un syndrome 95 Alain Juppé, quand même. Je pense qu'il y a quand même un sujet où il y a quand même beaucoup de politique, et où on dit, voilà, et on va se passer quelque chose. Est-ce qu'il est plus simple d'être chef d'entreprise ou d'être entrepreneur? Eh bien, je ne sais pas, puisque je n'ai été que chef d'entreprise et pas intrapreneur. Mais non, je pense quand même que globalement, il est plus facile d'être intrapreneur. Pourquoi ? Parce que déjà, on met de côté le financement, puisqu'on est financé par l'entreprise dans laquelle on travaille. Ce qui est une grande chance, parce que courir après ces financements, c'est absolument usant et avec un degré d'incertitude pour les collaborateurs et soi-même qui est très important. Donc globalement, du fait de cet élément, je pense qu'il est plus facile d'être intrapreneur que entrepreneur. On va revenir sur le télétravail, c'est une question que je pose. Là, on était pré-Covid. Oui. En gros, beaucoup de gens sont allés à du 3, 4, 5 jours par semaine en télétravail. Tu penses qu'on va revenir là où on était avant ? Non, moi je pense que le télétravail est désormais fait partie en fait des nouveaux modes d'organisation. En revanche, les excès du télétravail vont être gommés. Quel excès par exemple ? Moi je pense que c'est minimum 3 à 4 jours de présence physique sur place. Minimum 4, il reste plus... Après c'est 5 uniquement. Donc ce que tu dis, c'est que majorité. Oui. Après, ce que je crois aussi, c'est qu'il faut avoir un regard assez souple par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de vie où le télétravail est une grande bénédiction. Donc je pense à des gens qui perdent leurs parents et où leurs parents sont en train de partir et donc il faut être là pour les accompagner. Dans ces cas-là... C'est du cas par cas, tu veux dire oui, là-dessus. C'est du cas par cas, mais c'est 100% de télétravail, le temps nécessaire. Il peut y avoir des cas où on a des maladies avec des enfants, des maladies longues ou des maladies chroniques. Et dans ces cas-là, dans une entreprise, on doit être capable d'utiliser ce bienfait technologique qu'est le télétravail pour résoudre ces situations qui sont des situations difficiles. En tout cas, on le voit arriver. Ces discussions sont de plus en plus des discussions au cœur des entreprises. C'est arrivé commencer aux États-Unis, où certaines grandes entreprises, on commence par Amazon, a décidé que c'était plus de télétravail du tout, puisque c'est maintenant 5 jours sur 5. Donc on voit que c'est en train, en tout cas, une évolution. Quel sera le juste milieu ? On va le voir ces prochaines années. On continue. Est-ce que tu penses que les titres restaurants doivent être réservés aux restaurateurs ? Alors, moi, là, il y a une polémique là-dessus. Bien sûr. Pour les gens, ils ont entendu parler de cette polémique. Alors, je comprends les difficultés du gouvernement de revenir en arrière sur une décision provisoire qui a été prise pendant le Covid, qui était de dire les restaurants sont fermés et donc on va permettre à quelqu'un qui a des titres restaurants d'acheter autre chose que du prêt-à-manger puisque ça va cuisiner chez soi. Donc, je comprends qu'il est très difficile de revenir en arrière. Personnellement, je préférerais qu'on revienne en arrière. Pourquoi ? Un titre restaurant, c'est un financement, un cofinancement entre un employeur et un employé qui mettent de l'argent dans une cagnotte. Cet argent est défiscalisé pour avoir accès à une alimentation saine au travail. Et c'est une mesure d'égalité entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas. En France, par exemple, il n'y a que 25% des salariés qui ont accès à une cantine d'entreprise. Et donc, cet argent qui est mis, il est mis pour avoir accès à une alimentation au travail. Et pas pour financer le dîner ou le déjeuner du samedi ou du dimanche. Donc, je comprends que l'utilisateur dise « plus j'ai une utilisation large, mieux je me porte ». Mais
cette utilisation large est antinomique avec un cofinancement et antinomique aussi avec une défiscalisation. C'est-à-dire, si c'est défiscalisé, c'est parce que ça a d'avoir une utilité sociale précise. Je me souviens de quelqu'un qui était venu ici, qui est un célèbre chef, qui s'appelle Thierry Marx, je sais, qui avait dit que c'était un scandale. Lui, il trouvait ça complètement scandaleux. Je pense que tu as aussi une certaine pression, à mon avis, des restaurateurs. On le voyait avec Thierry Marx, qui disait faisons attention, et c'est pas parce que ça existe pour des raisons très spécifiques, ça doit continuer dans le passé. Donc là, tu nous as très clairement donné ton point de vue. Une question pour toi qui as fait un certain nombre de choses maintenant depuis toutes ces années-là. Est-ce qu'il y a une chose qui te rend particulièrement fier? Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ça que tu dis juste, ça, c'est ma fierté? Alors, écoute, tu parles d'une fierté professionnelle. Ouais. Ben, cette expérience Edenred est probablement une expérience qui est source de très grande fierté. C'est-à-dire que, d'abord, moi, je suis arrivé là comme un ovni. C'est-à-dire, j'ai été appelé, je ne connaissais personne chez Edenred, je n'avais personne à qui parler. J'ai rencontré tous les membres du conseil d'administration. Quand la proposition m'a été faite, il m'a été demandé de décider assez vite. Et pour décider, je me dis, mais comment je vais faire? Je ne connais personne. Et donc, la décision que j'ai prise, c'est d'aller dans le hall d'accueil du siège d'Edenred, à l'époque à Malakoff, et je me suis dit, tu y vas, tu t'assois 1 heure, tu regardes les gens, et si tu as envie de les aimer, tu dis oui. Si tu n'as pas envie de les aimer, tu dis non. C'est pas vrai. T'as fait et ça. Donc, je suis allé dans le hall d'accueil, parler à l'hôtesse, et je lui ai dit, voilà, en fait, j'ai besoin de me poser quelque part pendant 1 heure. Je suis peut-être un jour votre patron. Non, surtout pas. Est-ce que vous acceptez que je me mette là pendant 1 heure et que je travaille le temps de repartir? Et déjà, l'hôtesse, qui n'est plus hôtesse, qui est désormais embauchée chez Edenred, de manière très sympathique, m'a dit « Bien sûr, monsieur ». Deuxièmement, j'ai regardé les vigiles et je l'ai trouvé super sympa, notamment Didier, on s'aime beaucoup, une force de la nature qui fait du MMA, sa femme fait du volleyball. Et je le trouvais formidable. Et puis après, quand je voyais les interactions entre les collaborateurs d'Edenred entre eux, mais aussi avec les fournisseurs, les clients, je me disais, j'ai vraiment envie de les aimer. Et donc, je suis reparti et je me suis dit, je vais dire oui. Je suis rentré à la maison et j'ai dit oui. Tu leur as expliqué que c'était après avoir... Non, surtout pas. Mais donc déjà, je suis arrivé un petit peu comme un ovni. Et arrivé comme un ovni dans une entreprise qui n'était plus en croissance. Pour des tas de raisons. Et en fait, cette transformation profonde qui a été faite, tous ensemble, est probablement une très grande fierté. Ça, c'était professionnel. Tu posais la question. Si on devait basculer du côté perso, c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Je crois probablement que c'est quand même pas totalement facile d'être toujours marié avec la femme qu'on a épousée quand on avait 25 ans et de tenter du mieux qu'on peut d'élever une famille de 4 enfants et d'avoir une activité professionnelle très prenante. Et donc... Qu'est-ce que tu as sacrifié dans ces cas-là pour faire ça? Tu peux pas avoir tout fait sans sacrifier? C'était quoi, toi? Tu as fait moins quoi? On peut pas toujours tout faire. Tu as beaucoup travaillé, tu t'es occupé de la famille. Oui. Qu'est-ce que tu as fait de moins? J'ai compris que tu étais moins bon au sport à cause de ça, peut-être. Mais tu as sacrifié d'autres choses? Oui, probablement que mon engagement au service de ma communauté, au service de mon pays, a été un engagement qui n'a pas été encore complet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Françoise, on a décidé de mutualiser. C'est-à-dire c'est elle qui le fait et moi je m'occupe du reste. Parce qu'elle s'occupe de grandes causes et elle s'occupe beaucoup de causes alors qu'elle était elle-même dans le business, on va dire ça comme ça, et elle a pris une voie différente. Justement, en parlant de choses qui t'animent, quelles sont les valeurs qui te guident, toi? Qu'est-ce qui te remplit? Quelles sont les valeurs qui me guident? Je pense que la première valeur, c'est
le respect de ce qui m'est confié. Et donc, les êtres humains dont j'ai la charge en tant que chef d'entreprise, mais aussi la famille que j'ai constituée, la famille dont j'ai hérité, et ceux qui ont croisé mon chemin par hasard. Et donc, je me sens responsable de ce qui m'est confié, tant les êtres humains que les animaux, que le bout de jardin, les arbres qui me sont confiés. Je dirais que cette capacité à être respectueux de ce qui m'a été confié et responsable est probablement la première chose qui m'anime. Et tu fais partie des gens qui disent, voilà, quand tu plantes bien, la récolte est bonne, tu penses que tu vas avoir forcément un retour positif, même si ce n'est pas pour ça que tu le fais, d'un acte positif, d'un acte bienveillant? Alors, en fait, moi, je n'attends rien d'un acte bienveillant. C'est-à-dire, je le fais, et puis... c'est pur. Je ne sais pas si c'est pur, mais... En tout cas, tu n'attends rien. Non, j'attends... Par principe, c'est... Ouais, j'attends rien. Je pense qu'il est de mon devoir d'être un bon gardien de mon frère, et puis après, fais ce que doit, advienne que pourra. Avec un grand F. Ouais. Juste, dis-moi, on parle là de valeurs, et tu le sais... Mais il y en a d'autres, hein. Je t'ai parlé du respect, j'aimerais parler de la fidélité, j'aimerais parler de la loyauté, j'aimerais parler de l'amour. C'est des belles valeurs, hein. Voilà. Je pense que il y en a qui partent sur les 7 péchés capitaux, et toi, tu es en train de faire les 7 belles valeurs. Mais continuons justement sur ces valeurs-là. Tu me parlais d'engagement tout à l'heure avec Françoise, tu me parlais toi justement de ton temps que tu n'as pas pu dédier suffisamment à ça. Mais la question sur cette... mission de vie, sur la raison d'être, tu vois, c'est un grand mot, hein, évidemment. Toi, comment tu t'arrives à la définir? C'est pas d'être 12 000 collaborateurs à 15 000 collaborateurs, je crois pas, hein. C'est pas être 60 000 utilisateurs à 80 millions d'utilisateurs. Je pense que c'est important dans ta réussite professionnelle. Mais toi, Bertrand Dumazy, c'est quoi ta mission de vie? Pourquoi ta raison d'être? Pourquoi être ici? T'arrives à la définir? C'est à nouveau une question délicate. En fait, moi, j'aimerais être un homme parmi les hommes. C'est-à-dire que... être un homme parmi les hommes, être dans le monde sans être du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette capacité à vivre de la manière la plus harmonieuse possible, dans le temps qui m'est donné et avec les gens avec qui les projets vont être montés. Et j'aimerais vivre avec eux et partager avec eux cette énergie, cette ambition de changer ce qu'on peut changer pour faire en sorte que on ait une destinée commune et que les choses se passent le mieux possible. Et elles ne peuvent se passer que dans l'action et dans l'ambition de croissance. Et peut-être que, comme je l'ai dit avant, avec un F majuscule, être un homme parmi les hommes, mais aussi être un bon gardien de mon frère. Faire attention aux autres. Oui. Au quotidien. Oui. C'est une belle mission, ça. Parce que ce que tu le fais, ce que tu expliques et ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est évidemment ton premier cercle qui est petit. 4 enfants, oui. Françoise, tes parents sont plus là, oui. Tes frères et sœurs évidemment. Mais ce que tu fais au quotidien, c'est ce que tu essayes de faire au mieux avec tes collaboratrices et tes collaborateurs. Tu fais partie des gens assez uniques sur une autre thématique, avoir frôlé la mort. Alors, ça peut arriver parfois, et c'est malheureux parfois quand ça arrive une fois. Toi, et quand je te vois, je vois pas tellement de séquelles, et pourtant tu as frôlé la mort 3 fois. On va se concentrer sur la 3e. La première, c'était un accident de vélo, tu étais tout jeune. Second, c'était un accident de voiture. Et 3e, un accident de bateau. C'est là, toi, tu fais un peu... Ouais, donc je fais très attention en avion désormais. Tu ne prends plus l'avion. Donc ça. Mais le 3e, encore une fois, c'est pour dire, évidemment, faites toujours extrêmement attention. Toutes et tous en vélo, c'est compliqué, c'est dangereux par rapport aux voitures. Ça arrive malheureusement encore trop souvent. Trottinette électrique en voiture, portez vos ceintures. Il y a des choses qui paraissent assez basiques, mais surtout faites attention. Là, le bateau aussi, hein. Attention à une chose, et toi tu le sais pourtant, parce que toi tu es un marin. Ne pensez jamais être plus fort que l'environnement. Et là,
t'es un marin confirmé, on est pendant la Covid, et tu vois la mort. Oui. Là, tu la vois, hein. Oui, la sens. Oui, tu la sens. Mais on se connaît bien. C'est-à-dire que elle avait revient déjà rodé 2 fois. Oui, en fait, une avarie en bateau, on est 2, et malheureusement, moi, je me retrouve seul à l'eau, un bateau qui n'est plus manœuvrant et qui dérive, avec l'un de mes amis dessus, qui fait tout ce qu'il peut pour me récupérer, mais ça n'est pas possible. Et en fait, dans une eau à 12-13 degrés, on va dire 25 nœuds de vent, des creux assez prononcés, et seul en mer, c'est-à-dire à 3 ou 4 milles nautiques de la Terre, donc aucune chance dans ces conditions-là. Donc il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est tenir le plus longtemps possible et espérer que l'alerte va être donnée à un moment et que je serai retrouvé en mer. Et effectivement, les heures passent, et puis le corps commence à s'engourdir, ce qui est souvent le sujet. Et je me suis dit, là, c'est vraiment... on n'est pas loin de la fin, mais heureusement, ça a l'air de se passer par un engourdissement, et donc ce sera une noyade non douloureuse. Oui. Wow. Oui, je me dis ça, mais dans le fond, je me dis aussi, allez Bertrand, il y a une chance. Il y a une chance, là, on s'accroche. Et donc, il y a un certain nombre de routines qui se mettent en œuvre. Donc, je me souvenais de ce que j'avais appris au Glénan, essayer de protéger au maximum sa poitrine en gardant ses bras et ses avant-bras sur sa poitrine, bouger régulièrement les membres pour essayer de faire en sorte que le sang circule un tout petit peu, mais pas trop parce que le sang est froid. Et puis le miracle est arrivé, puisque le bateau à la dérive a été retrouvé. Romain a été capable de donner le cap et un hélicoptère est venu à ma rescousse. Après avoir quasiment être reparti cet hélicoptère, parce que tu l'entends arriver, il arrive, tu dis ça, il s'est sauvé, et là, tu penses qu'il... Oui, en fait, je vois l'hélicoptère au loin, et malheureusement, il n'est pas dans ma direction. Et je me dis, ah non, c'est pas possible, là, c'est ma chance, et c'est maintenant. Et il va passer à côté. Et donc... tu veux me crier, ça sert à rien. Et au dernier moment, en fait, je le vois piquer un cap sur moi. Et là, j'ai su que, quand je l'ai vu avancer dans ma direction, j'ai su que j'étais sauvé. Là, à ce moment-là, tes parents étaient partis, mais tu as pu les convoquer, puisque tu as pu leur parler en disant juste, s'il vous plaît, tu as espéré, tu étais dans cette relation assez particulière où elle est rodée encore plus clairement autour de toi, cette mort. Mais en fait, oui, mais ce que je voudrais retenir de cela, c'est aussi... Les hommes sont capables du meilleur comme du pire, et le meilleur, c'est quoi? C'est quand même un plongeur scaphandrier qui vient me récupérer, des gens qui sont en hélicoptère, et ça n'est possible que grâce aux contributions de chacun, en fait, au secours en mer, et sans ça, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc c'est ça que je veux retenir, c'est la solidarité des uns et des autres qui ont permis de me récupérer. Et ce que je veux retenir aussi, c'est ma bêtise, c'est-à-dire que... Tu n'étais pas attaché. Si, mais ma bêtise, c'est que on ne part pas en mer sans moyen de communication, et ou une manière de signifier sa position quand il n'y a personne sur l'eau, et avec plus de 20 nœuds de vent sur un bateau qui, au-delà de 20 nœuds, commence à être un bateau très ardent. Ce que tu as fait tu aurais pu le faire à 20 ans, ce qui est étonnant, c'est que tu l'as fait plutôt un peu plus tard, parce que c'est des erreurs parfois de jeunesse, mais c'est important de le noter. Et de nouveau, merci, parce que c'est aussi ce que j'essaye de pouvoir partager ici avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est merci à ces gens qui passent pour eux leur vie à réparer des bêtises, parfois. Mais ça a été dans la suite de ça, parce que dans la suite de ça, tu t'es retrouvé à l'hôpital de Lorient, tu as eu une nurse, tu as eu des gens qui étaient là, qui t'ont accompagné dans cette continuité. Donc merci à eux, parce qu'en effet, de beaucoup de gens sont là pour nous aider, et surtout quand ça va mal ou très mal. Donc merci à eux. On va continuer, on va terminer bientôt ce moment ensemble, Bertrand, avec une dernière pause amicale. Maintenant, on va écouter quelqu'un où toi, tu es administrateur de son entreprise. On écoute François Jacot. Bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien. C'est François Jacot. Alors Bertrand, tu nous impressionnes tous par ton enthousiasme, ta curiosité, ta soif de découvrir, d'échanger, mais aussi, même dans les moments parfois un peu difficiles, ta capacité à nous faire rire avec une bonne blague ou nous raconter
une des séries, une des scènes de tes films cultes. Alors dis-nous d'où vient ton énergie? À quoi tu te nourris, Bertrand? Probablement que mon énergie vient des autres. C'est-à-dire que mon énergie vient des rencontres. Donc les rencontres avec François me remplissent toujours d'énormément d'énergie. Donc grand François patron, est le directeur général d'Air Liquide. J'ai la chance d'être un des administrateurs d'Air Liquide. François est d'une intelligence absolument remarquable, d'une éthique professionnelle hors norme et d'une très grande exigence intellectuelle. Et donc, François, les conversations avec François, le pilotage qu'exerce François à la tête d'Air Liquide est probablement une source d'inspiration, mais aussi d'énergie pour moi. Donc, d'où je tire mon énergie, probablement des autres. Deuxièmement, je viens d'une région, le Nord-Pas-de-Calais, qui est une région traumatisée, qui a vécu une crise industrielle sans nom. Et donc, cette région ne peut s'en sortir qu'avec des gens énergiques et qui ont le sens, qui sont optimistes et qui gardent le sens de l'humour, parce qu'il y a des situations parfois qui sont vraiment désespérées. Quand vous perdez le bassin minier, le bassin sidérurgique et le bassin textile en même temps, ça crée une situation économique absolument terrible. Donc mon ancrage dans le Nord-Pas-de-Calais est probablement une deuxième source d'énergie. On n'a pas le droit de se décourager, parce qu'en fait, on n'a pas le luxe de se décourager quand on appartient à quand on appartient ou ses racines sont dans cette région. Cette région est toujours très importante pour toi, même si tu habites aujourd'hui région parisienne, oui. Et tes enfants qui n'ont pas grandi dans le Nord, tu es la première génération à ne pas avoir tes enfants qui grandissent là-bas. Oui. Ça reste un sujet et d'un endroit important, tu y retournes, tu as toujours cet amour, c'est génial et magnifique d'en parler. Est-ce que ça reste quelque chose de très important pour toi? Oui, ça reste quelque chose de très important parce que ce sont mes racines. D'ailleurs, avec Laurent, dans nos différentes courses à vélo, dernièrement, on a fait Paris-Roubaix tous les deux parce que ça nous amusait de faire 225 km pour revenir là où nous avions grandi et où nous étions rencontrés. Ça reste important. Et ça le sera, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. J'aime beaucoup les gens du Nord. Et on va terminer. Si tu veux bien me dire où tu aimes faire une pause. Et quel endroit où tu dis, si là j'ai besoin de faire une pause, un moment coupé, à part d'être tous les deux, oui. C'est où? Eh bien, Carnac, donc dans le Morbihan. C'est un endroit que je fréquente depuis 1976 et Carnac a l'avantage, d'être au bord de l'eau et donc pour les activités nautiques, c'est vraiment super. Mais juste derrière, c'est la campagne et c'est une assez belle campagne. Et donc, j'aime beaucoup les Bretons. Ils sont courageux, ils sont déterminés, ils peuvent avoir un caractère de chien et ça me plaît beaucoup. Donc, après les gens du Nord, t'aimes beaucoup les Bretons. Moi, si on continue comme ça, je suis sûr que t'es avec moi. Moi, j'aime toutes nos régions. En réalité, tous les Français. Je suis très heureux là où je suis projeté. Les gens. Dernière question. S'il y avait une personne que tu aimerais entendre sur pause, ce serait qui? Une personne, tu dis, tiens, que tu connais ou que tu connais pas, j'aimerais la voir là, j'aimerais qu'elle passe le moment qu'on passe ensemble. Une personne vivante? Oui. Oui. Pas un avatar. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas la chance de connaître le patron de Michelin, Florent Ménégo. Je pense que c'est probablement une conversation qui m'intéresserait beaucoup. J'ai la chance de bien connaître Xavier Huillard, qui est le patron de Vinci. Je pense qu'il serait dans cet exercice absolument formidable. Parlez-en avec Xavier, avec plaisir, et j'en parle avec Florent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir et de partager. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.